Street Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jet. Stack girl from the $1 billion jet. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est posé au calme avec la team Street Diamond tranquillement. Et on va parler de pas mal de choses. Et on va surtout parler avec notre invité du soir qui nous a été... Qui nous a été présenté par Laurie. Laurie, est-ce que tu entends dans ton casque? Est-ce que tout va bien? Dis-moi tout. Ça y est, j'entends. Ah, tu entends ma voix de basse. C'est ça. Voilà, la petite voix de basse. Et Manu. Ouais. Est-ce que tu peux augmente ton micro vraiment bien comme il faut, mets-le à fond. Il a dit Je crois qu'ils essaient de me censurer. Ouais, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Pourtant, je vais rien dire de méchant ce soir. Que faire des compliments. Ah, bon, on va essayer de gérer ça. On va essayer Voilà, un petit peu de son. Vous l'avez entendu. La petite voix aussi, une petite voix de radio, hein, on va dire, une petite voix de radio. Elle est là dans le building. Claire Diao. Enchantée. Comment tu vas, Claire? Très bien, merci. Donc, nous, ça nous fait vachement plaisir de te recevoir. Laurie, pourquoi tu as eu envie de faire découvrir au public Claire Diao? Parce que ça fait partie de ces femmes entrepreneurs, avec un E à la fin, qui, on dirait, tu sais, des Shiva. Elles ont 1000 bras, elles font 1000 choses. On kiffe les Shiva ici. Et on se demande comment elles font. Et puis elles font les choses, en fait. Elles parlent pas, elles font. Elles parlent, mais elles font surtout. Et c'est important de mettre en avant ce qu'elles font parce qu'il faut faire. En résumé. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a tellement de projets autour de Claire Diao dans le cinéma afro. C'est une référence, autant pour les journalistes que pour les réalisateurs, que pour les acteurs, que pour les organisateurs de festivals, que voilà, c'est une référence. C'est moi qui le dis, c'est pas elle. Mais peut-on faire quelque chose sans Claire Diao? Dans le cinéma afro, je pense pas. Ok. Donc, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je suis bien sûr avec la team Street Diamond et nous sommes avec Claire Diao. On va parler de son essai, son bouquin que vous pouvez trouver bien sûr en téléchargement pour les addicts au iPad, etc., etc. Mais nous, c'est vrai qu'on est un petit peu à l'ancienne dans le building. Mais il est trop balèze, on est obligé de l'avoir dans les mains. Ah, franchement, il est magnifique, je kiffe, tu regardes quand tu l'as en main, non, t'es obligé de l'avoir en main, c'est un bel objet, il y a un travail aussi d'infographie qui est super sympa, où on voit les personnes que Claire Diao a interroger. Donc vraiment, je pense que c'est un bouquin qu'il faut avoir en main. On est déjà à l'ancienne sur Street Diamond. Roots, on va pas vous dire d'acheter des vinyles parce que voilà, des fois c'est un peu la galère, mais quand même ce bouquin qui s'appelle Double Vague, qui est sorti aux éditions Au Diable Vert. Au Diable Vauvert. Voilà, au Diable Vauvert, voilà, parce que tu vois, je sais pas pourquoi je parle de vert moi, mais bon, Manu me rattrape bien. Donc voilà, ce livre, il y a pas mal de choses à dire dessus. Exactement. Dès que j'ai dit à Manu, on va recevoir Claire Diao, il m'a dit, mais tu sais ce qu'elle a fait? J'ai dit, ouais, je sais ce qu'elle a fait. Manu, qu'est-ce qu'a fait Claire Diao? Eh bien, j'ai passé une bonne partie de la soirée sur Google et à écouter un petit peu tous les podcasts. Et j'étais hyper impressionné par son parcours. J'ai également été hyper impressionné par la teneur des propos, lors des interviews, notamment une interview avec Mormec qui m'a énormément impressionné et où tu dis plein de choses intéressantes. Et donc j'ai plein de questions à te poser. Je vais peut-être pas monopoliser le micro, on va peut-être laisser Laurie faire son introduction. Eh ben Laurie, on te laisse faire ton introduction. Pourquoi tu as invité Claire Diao franco-burkinabé? C'est ça. Déjà, je me rappelle du moment où elle m'a parlé du fait qu'il faut absolument qu'elle écrive un livre. Et entre le moment et le moment où je l'ai eu dans les mains, il y a eu un temps qui s'est écoulé. Je sais que ça a été un travail de longue haleine. Je sais qu'elle était déterminée. Enfin, tu étais déterminée à le faire. Et comment dire, l'aventure d'un livre, c'est vraiment un accomplissement finalement. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous
parce qu'on va parler déjà de Double Vague et après on parlera de tes autres activités. On va pas dire que c'est un répertoire, mais parce qu'il y a quand même pas mal, enfin c'est pas romancé, mais c'est de l'écrit, c'est pas du listing d'acteurs dans le cinéma français divers, je sais pas comment le décrire, mais comment raconte-nous comment tu t'es arrivé à dire il faut absolument que je les mette en avant ces gens-là parce que personne en parle. Le processus. Oui. Bon, déjà, j'ai toujours écrit depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours aimé ça, mais je m'étais toujours dit si j'écris un livre, ce sera un roman. Je m'étais jamais mis dans la tête que ce serait un essai. T'as toujours voulu écrire? Ouais. Non, j'ai toujours écrit. T'as toujours écrit? Ouais. Depuis l'âge de 6 ans. Qu'est-ce que tu écrivais à 6 ans? Des nouvelles, des romans, des petites histoires, je faisais des faux magazines, bref, plein de choses. D'accord. Et tu me feras lire des nouvelles alors? Ouais, c'est caché chez mes parents. Et quand j'ai démarré ces portraits, c'était en 2012 sur le Bondi Blog, où justement déjà j'avais vu un peu de frilosité niveau média quand je proposais de démarrer une série de portraits sur des cinéastes français que j'avais eu la chance de côtoyer, mais j'avais 4-5 noms en tête. C'était des gens que je côtoyais, que je rencontrais en festival. Je voyais que ils se la donnaient, ils arrivaient à aller au bout de leur projet, à finir leur film, et en même temps personne ne les connaissait, donc je trouvais ça un peu inadmissible qu'on aille toujours chercher des références ailleurs alors qu'on peut en avoir ici, et auprès de tous les médias que j'ai pu contacter, il y a que le Bondi Blog qui m'a dit go, mais direct en fait. Déjà quand je les ai approchés, ils m'ont dit viens à la réunion de rédaction. Et le soir de la réunion de rédaction, chacun devait proposer un sujet. Moi, je dis j'aimerais faire une série sur des cinéastes en France, etc. Et c'était Édouard Zambo à l'époque qui était rédac chef. Et il m'a dit ok, c'est parti, il filme la banlieue. Et quand j'ai envoyé mon premier papier, ils étaient surpris parce qu'ils disent qu'en général les gens viennent, proposent des sujets mais en fait n'écrivent pas. Donc ils étaient surpris que je sois réactive. Et il se trouve que cette année-là, c'était 2012, c'est l'année où il y avait les élections présidentielles. Donc le Bondi Blog était à fond sur tout ce qui était couverture politique. Et je me souviens que je m'étais un peu battue avec eux en disant quelle est la place de la culture en fait, parce que la culture veut dire beaucoup de choses aussi, même politique. Et puis c'est très politique finalement la culture. C'est ça. C'est une façon d'introduire à la politique, enfin de dire des choses d'une autre manière. Exactement. Et le coup de chance, je veux dire entre guillemets, c'est que l'entre-deux tours, tout le monde était KO, fatigué d'avoir écrit des articles, et moi j'étais à Cannes. Et à Cannes, il y avait Rachid Jaïdani, il y avait Mohamed Amé Bourgba, il y avait pas mal de films de cette génération-là qui étaient présents. Et donc, ils ont publié peut-être 4 ou 5 papiers d'un coup. Mais je crois que la plus belle, c'était quand même la rencontre avec Rachid Jaïdani, qui avait mis 9 ans à faire son film et qui allait enfin à Cannes et qui m'avait traîné dans les métros. On est parti de Beaubourg, donc Châtelet, jusqu'à Clichy, pour aller dans la salle de post-production où était fini son film. Il m'a donné la chance d'assister à la projection de son film avant tout le monde à Cannes. Et après, on se recroise à Cannes, il remporte le prix de la presse internationale, le prix FIPRESSI. C'est sur le film Rangen, on est d'accord? Rangen, tout à fait. Et là, il me regarde en me disant mais Claire, t'es ma bonne étoile. Et un truc quoi, je t'ai rencontré, regarde tout ce qui se passe alors derrière. Ça faisait 9 ans que je me battais avec ce film. Pour lui, c'était plus fort que d'être à la maternité, d'être là dans cette salle de post-prod. J'espère que sa femme n'entend pas ça. Ouais, continue. Non, l'accouchement du film, non, il adore sa fille, il n'y a pas de souci. Et bref, donc d'un coup, il y a eu plein de papiers qui sont sortis sur ces cinéastes. Et je pense qu'au Bondi Blog, ils ont vu aussi l'intérêt. Il y a eu un attrait. Et puis surtout, j'avais carte blanche. Donc l'idée, c'était de parler aussi bien de gens qui font des courts-métrages que des longs-métrages, des documentaires, des fictions, et des gens qui tournent en festival ou qui passent à la télé, et pas du tout se mettre un cloisonnement comme peuvent le faire souvent les critiques qui vont se cantonner par exemple à tous les films qui sortent en salle le mercredi. Oui, mais moi j'ai envie de parler de gens qui n'arrivent pas à accéder à ces milieux-là, donc il faut bien sortir de la marge, aller à la marge et aller voir là où ils sont. Et là où ils sont, c'est dans les festivals, c'est sur des chaînes de télé, c'est sur des chaînes YouTube. Et le but, c'est... l'envie du livre, elle est venue de là, en fait. C'est qu'à force de faire des portraits,
j'avais l'impression d'être un peintre en fait, et que chacun me donnait des morceaux de peinture, et que c'était juste magnifique de voir à quel point ils s'étaient tous battus pour arriver là où ils en étaient. Et parfois ils s'en rendaient même pas compte. Je me souviens d'une interview avec un gars, il y avait à côté ses potes qui étaient en train de dire mais d'où tu fais une interview, t'es qui toi? Et en fait, chacun, quand ils me racontaient leur vie, j'avais toujours le même canevas, on va dire. C'était parle-moi de voilà, où t'es né, où t'as grandi, dans quelle famille t'as grandi, quel a été ton parcours scolaire, pourquoi le cinéma, quelles sont tes références cinématographiques, quel est ton rapport au cinéma français, et qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique des banlieues. Et le fait d'avoir toujours le même canevas, en fait, j'arrivais à recroiser les parcours des uns et des autres, et je me rendais compte qu'ils se connaissaient pas entre eux. Parfois, ils connaissaient le film, mais ils connaissaient pas le réalisateur caché derrière. Souvent, ils avaient aucune idée qu'un tel avait eu le même frein au même endroit, etc. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'est venue l'envie de dire, mais il faut un livre, en fait. Parce que y a que en les réunissant qu'on comprendra que c'est pas des cas isolés. Parce que chacun avance en solitaire, mais en fait, ils sont dans une cause commune. Ouais, c'est un mouvement, finalement, excuse-moi, une nouvelle vague, entre guillemets. Toi, t'appelais ça double vague, mais une nouvelle vague où finalement chacun se bat de son côté. Il y a plein d'initiatives un peu isolées, mais il y a un réel mouvement commun au final. C'est ça. Et ce qui n'est pas forcément revendiqué vu qu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de drapeau, et puis un tel va pas aimer le film d'un tel, donc ouais, tu me mets pas à côté de lui, ouais, mais au final, voilà, quand tu regardes les parcours, les trajectoires, les intentions, etc., moi j'ai vu vraiment beaucoup de points communs entre eux. Alors Claire, tu mets les mains dans le cambouis parce que en 2010, par exemple, tu étais régisseuse sur le film Bruit du silence. Oui. Tu as été aussi directrice de production sur le film C'est adieu qu'il faut le dire. Donc tu mets vraiment les mains dans le cambouis. Tu as parlé de ton côté de l'écriture, de la façon dont tu étais liée à ça. De quelle façon, qu'est-ce qui a fait que tu t'es liée au cinéma ? J'ai jamais réussi à trouver la réponse, on me l'a souvent posée. Je sais juste que je pense que c'était pour m'éloigner de chez moi. C'est con, mais voilà, moi Chez toi, où ? J'ai grandi dans la banlieue lyonnaise avec voilà mes deux parents déracinés, mère française mais qui n'était pas du tout de Lyon et qui vient du Pays Basque, et père qui venait du Burkina et qui rêvait d'Amérique. Donc au final on se retrouve au-dessus de l'autoroute en banlieue lyonnaise, voilà, c'est comme ça. Et en fait j'avais les mêmes personnes dans ma classe depuis la maternelle jusqu'au collège. Et il y avait un truc d'enfermement, en fait, où j'en pouvais plus. J'avais envie de rencontrer des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Et donc, quand sont venus Est-ce que t'étais la seule métisse ? J'étais la seule métisse. Merci, vas-y, continue. Et quand sont venus les choix d'orientation, en fait, spontanément, je suis allée chercher des options qui m'amenaient loin de chez moi, où j'allais devoir prendre plus de bus, manger à la cantine le midi, et donc rencontrer d'autres gens. Et donc, j'ai coché la case cinéma. Je savais que j'aimais bien l'artiste. Je sais pas, ouais, j'aimais bien voir des films, mais il y avait pas un truc. Je savais même pas ce que j'allais chercher derrière ça. Mais en fait, je suis arrivée dans un lycée, pour le coup, ultra différent, parce que là, c'était vraiment des gens avec un bon niveau de vie. Il devait y avoir un noir et deux maghrébins dans tout le lycée. D'accord. Seule métisse encore. Non, il y avait une autre métisse avec moi dans la classe. Classe de 36, alors que j'avais toujours été dans des classes de 18-20 personnes. Donc du coup, c'est une option cinéma au lycée. Ça existe aussi. Ça existe au lycée, d'accord. Ouais, à partir de la seconde, tu peux faire ça. Okay. Et après, tu as des options lourdes en première et terminale, mais quand tu es en option littéraire. Et le problème, c'est que tous ceux qui veulent faire genre caméraman, ingénieur son, etc., il faut avoir des bases solides en maths et en physique, donc il faut qu'ils fassent S. D'accord. Donc il y a un truc un peu pas cohérent où l'option lourde l'éducation cinéma nationale qui est pas cohérente est en littérature et pas en tout cas, bref, j'ai fait cette option là-bas. J'ai fait une sorte de déprime totale de l'environnement dans lequel j'étais, et donc pour continuer, en première et terminale, j'ai demandé à aller dans un autre lycée beaucoup plus populaire où il y avait l'option lourde cinéma. Je me suis encore accrochée à cette option cinéma. Et en fait, ça a été l'ouverture avec des potes que je côtoie encore aujourd'hui, où on mangeait du film, on pratiquait, on était là avec les caméras, etc. Et puis surtout, j'étais dans un établissement où je me sentais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus proche des gens. En fait. Il y avait plus de Noirs et plus d'Arabes ? Tout à fait. C'était pas déjà une façon d'engager le plan de débrouille dont tu parles dans...
je suis ici. Ah, pardon, je croyais que c'était... Manu continue à Je parler. pas sa bouche parler, mais... C'était pas déjà une façon d'engager ce plan de débrouille que tu décris parfaitement au niveau de la réalisation d'un projet cinématographique. De faire quoi? D'aller faire les études? De te préparer assez en me disant, bon, je vais faire cinéma, je ne sais pas réellement ce que je vais y trouver, mais déjà, je vais avoir les bases, je vais avoir les matériaux sur lesquels travailler, en fait. Je sais pas du tout, parce que je sais que quand je faisais l'option cinéma, je préférais tout ce qui était théorie du cinéma, c'est-à-dire on visionnait des films, que tout ce qui était la partie pratique, où vraiment fallait diriger une équipe, maîtriser. Je me souviens mon premier cours dans le lycée un peu plus bourgeois, où il fallait faire des films. En fait, on nous donnait un thème et il fallait revenir la semaine suivante quoi, avec le film. Et donc, on prêtait une caméra. Et je me souviens de ma nullité de revenir chez mes parents avec la caméra et de ne pas savoir où était le bouton on. Je suis revenue au lycée, j'ai amené la caméra au prof, j'ai dit je ne sais pas allumer la caméra. Et il m'a dit ah bah c'est là. Et là il y a eu une sorte de tollé de toute la classe en disant mais oui mais on attend de vous de nous montrer aussi comment fonctionnent les outils et pas juste nous demander d'aller faire un film. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus eu dans l'autre lycée. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais oublié cet épisode où on nous donne pas les clés en fait. On te donne la caméra, mais on ne te dit pas où appuyer sur on. Donc en fait, ton film, tu peux pas le faire. C'est peut-être prémonitoire, histoire de t'annoncer ce qui va se passer après dans ta vie de réalisateur. C'est ça, une fois que tu sais faire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé avec les cinéastes que j'ai rencontrés. Le côté, c'était pas écrit, c'était pas prévu, personne autour d'eux était dans le milieu du cinéma. Et puis il y a un côté complètement autodidacte à apprendre soi-même à faire des films, justement, à chercher soi-même où est le bouton on, aller voir des tutoriels sur Internet, à manger des films pour avoir un peu plus de références et comprendre comment un tel a fait tel ou tel mouvement, séquence, etc. Ouais. Alors ça c'est intéressant parce que en dehors de cet aspect-là, ça te lie à Street Diamond, surtout aux invités. Quand tu parles tu fais ce comparatif entre la société, disons rap, hip-hop, dans ses méthodes d'entrepreneuriat et de débrouillardise et celle des réalisateurs en fait de l'ailleurs. J'aime pas dire les réalisateurs de banlieue parce que ça cantonne et ça cloisonne beaucoup. Les réalisateurs de l'ailleurs ou l'autre cinéma on va dire. Donc est-ce que tu peux nous en parler c'est effectivement je dirais c'est à l'écriture du livre. Enfin, j'avais déjà fait le parallèle avec eux parce que pendant les interviews, on voyait qu'on avait plein d'accointances, notamment musicales, pas avec le mouvement hip-hop. Et ensuite, quand je voyais leurs procédés pour faire leurs films, je me rendais compte que ça renvoyait aussi à tout ce qui s'est fait dans les années 80, 90, 2000 au niveau du hip-hop, qui est, j'ai quelque chose à écrire, je n'attends pas la permission, je le fais. Et après, il faut que je le diffuse, je vais où? Ah tiens, il y a des radios, etc. Je vais approcher les gens des radios. Ah mais comment on fait un CD? D'accord, il faut un label, ok, on monte un label. Ah mais il faut un producteur, faut négocier des trucs. Ah moi je deviens producteur. Et en fait chacun se construit en fait sa carrière et crée une économie en fait autour de quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Oui, et là je trouve que le transfert il est juste que le micro s'est transformé en caméra et que les gars ils sont pareils, ils sont en train de devenir producteurs, distributeurs et d'avoir un peu se rendre possible tous les champs du possible. Oui, c'est en plus d'une manière assez autodidacte. Pareil pour le hip-hop, on s'auto-forme et l'avantage c'est qu'on a les codes de ce dont on parle. Ouais. Parce que oui, on peut tomber sur des producteurs ou d'autres, mais voilà, les mecs s'improvisaient manager, mais en même temps ils savaient gérer un rappeur. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Du coup, tu en étais au lycée à cette option cinéma. À cette option cinéma. Et toujours, et sur cette période-là, t'écris toujours? Parce que du coup, t'aurais pu être scénariste ou... Non, je te dis, je suis vraiment arrivée au cinéma en disant, j'aime voir des films. Genre, ma révélation, c'était Amadeus de Milos Forman. C'était la première fois que j'allais voir un film seul au cinéma. C'est con, mais moi, voilà, à mon époque, t'allais avec tes amis, t'allais avec ta famille, mais c'était la loose d'aller tout seul au cinéma. Ça voulait dire que t'avais pas d'amis. Et ce film-là, c'était la fête du cinéma, je m'en souviens encore. Donc, le ticket était moins cher. J'avais envie de le voir, je trouvais personne qui voulait le voir avec moi. J'y vais et je me prends une claque monumentale. Et là, c'est la révélation qu'en fait, le film, c'est entre toi et lui.
et que t'as pas besoin d'une tierce personne. C'est cool pour débattre, etc. Ou si tu veux draguer quelqu'un, j'en sais rien. Mais franchement, la relation, elle se passe de l'écran à la personne. Donc là, il y a eu une sorte de déclic. Et très vite, il y avait juste un amour du cinéma. Et du coup, je me suis toujours dit, je sais pas, je veux programmer des films ou je veux montrer des films. Et la vraie révélation, c'était quand j'avais 18 ans. Je suis partie au Burkina, donc le pays de mon père, faire un stage. Et là, je faisais des études d'animation socioculturelle, donc il n'y avait pas vraiment le cinéma, mais il y avait le côté culturel. Et finalement, il y avait déjà l'aspect social, parce que j'apprenais à faire avec et pas pour les gens. Et finalement, on se rend compte que dans les stratégies institutionnelles, politiques, etc., c'est quand même quelque chose qui revient très très souvent. Et je me retrouve à présenter un film devant 400 élèves de lycée burkinabé et ceux du lycée français. Et là, je vois des élèves qui lèvent la main, qui prennent des notes, qui posent des questions, qui sont ultra investis. Et je me rends compte que dans ce pays-là, il n'y a pas les télévisions et les magnétoscopes dans les salles de classe comme nous on a pour illustrer les cours d'histoire ou quoi. Et je me rends compte à quel point l'image est forte dans ce qu'elle peut transmettre, dans ce qu'elle peut interroger, etc. Et en fait, c'est ce jour-là, avec un micro devant la salle, que j'ai une révélation en me disant « Mais moi, je veux transmettre le cinéma, en fait. » Donc sans savoir si je voulais être critique, il y avait ce truc de j'ai envie de programmer des films, d'échanger avec le public, il y a quelque chose à faire. Et de montrer des choses qui sont pas forcément promues au grand public, quoi. Ouais. Et c'est de là que naît ton rapport au cinéma et à l'Afrique, au cinéma africain, parce qu'il y a aussi il y a le cinéma qui se passe en France par des réalisateurs divers et variés, et il y a le cinéma africain aussi qui est en plein boom depuis un moment. Il y a aussi des séries, il y a plein de choses qui se passent en Afrique. Donc il y a ce moment-là où tu te dis, sur ce continent, en fait, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des choses qui se passent, il faut que je sois là, il faut que je capte ce qui se passe parce que c'est un lieu où il y a un gros boom. Ouais. Les cinémas d'Afrique même, je dirais, parce que le cinéma africain, c'était l'époque où il y avait un film par-ci, par-là, et donc on fait un regroupement du continent, on se dit tiens, voilà, le cinéma africain. Mais aujourd'hui, je trouve que chaque pays a sa propre industrie. Et tout à fait, en fait. De toute façon, le déclic, c'était 18 ans, j'ai eu une sorte d'appel du pays, il fallait que j'aille au Burkina, parce que j'avais grandi en France, j'étais souvent la seule métisse, etc. Parce que financièrement, c'était compliqué d'aller au pays, donc j'étais allée une seule fois, j'avais perdu mes grands-parents, enfin du coup, il y avait ce truc où je savais que j'avais plein de familles, mais je les voyais pas, où ici, la société me renvoyait tout le temps que je venais pas de là, mais j'avais aucun référentiel pour parler de là-bas. Donc, à un moment donné, 18 ans, voilà, je fais en sorte de faire un stage de 3 mois et de partir seule dans ma famille, c'était le département cinéma du Centre culturel français à Ouaga. Et donc, en même temps que je faisais cette projection avec les élèves, arrive le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, fondé en 1969, je savais même pas que ça existait. Ouais. Et là, je vois des centaines de films, des cinéastes, des professionnels du cinéma dans tous les sens, les gens se connaissent, se tapent dans la main, et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est le pays de mon père. Et donc, il y a eu une sorte... Je pense que l'investissement que j'ai mis dans le cinéma, c'est aussi l'investissement que j'ai mis dans la reconquête d'une partie de mon identité, en fait, tout simplement. À laquelle on m'avait toujours envoyé, mais dont... Que tu connais peu. Voilà, dont je pouvais pas en dire grand-chose. Donc là-bas, grosse claque sur... donc il y a du cinéma en Afrique. Et à partir de là, mes études... j'ai repris la fac en cinéma et j'ai fait des mémoires de recherche sur le cinéma en Afrique. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais elle est aussi chercheuse. Hein. C'est une fouine. Ouais. Et justement, dans tous les films que tu recherches, dans tous les films que tu as vus, quel est le premier, je pense que ça a dû être à cette époque, quel est le premier film qui a été fait par un Africain qui réside en Afrique et qui racontait une histoire africaine, t'a ému, touché, choqué ou autre? Quel est le premier film qui t'a interpellé, qui t'a fait dire mais en fait il y a du level, quoi, laisse tomber, c'est quoi ce délire, quoi? RFI m'avait posé une question comme ça, mais j'avais parlé d'un film qui du coup n'était pas... je sais pas comment dire, je l'ai vu au FESPACO, mais en fait ça racontait l'histoire d'un Français qui accompagnait son père algérien, si je me trompe pas, à la Mecque. En gros, le fils veut pas accompagner son père. Le père trouve le prétexte aussi pour essayer de raccrocher les liens avec son fils. Il y a un gros problème de transmission. Il y a cette relation père-fils ultra compliquée où on sent qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment, etc. Et c'était un film magnifique qui s'appelle Le Grand Voyage d'Ismaël Ferrouki. Et non, il est peut-être même marocain.
Et ça, de le voir en Afrique, qui parle en fait de cette forme de mal-être ou je sais pas, de schizophrénie, j'arrive même pas à définir ce truc d'entre-deux qu'on peut avoir ici. Ça m'a fait prendre conscience que genre j'étais pas seule avec ces problématiques, qu'en fait on était plein et que c'était pas une question de blanc-noir justement, parce que pendant longtemps je m'étais dit que c'était juste un truc colorimétrique, mais qu'en fait non, le gars qui est né de 2 parents sénégalais noirs et qui grandit ici, il a les mêmes interrogations que moi qui vais me dire ah mais parce que ma mère est blanche, mon père est noir, donc voilà, donc c'était pas un film en Afrique, tourné en Afrique, mais ça a été un film un peu révélateur. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, et on le sait très bien, c'est que en fait, dans la complexité, il y a une certaine complexité qui se retrouve par rapport aux rapports sociaux qu'on affronte tous dans ce studio à Street Diamond et qu'affronte en réalité la société. Donc la société... souvent, nous, ce qu'on va voir à la télé, on voit plutôt des caricatures. Donc, les caricatures, on peut assumer et dire que, en fait, ils prennent la voie de la facilité. Et donc, du coup, on se rend compte, comme dans ce film-là, qu'en fait, il y a des rapports réellement complexes, que ça peut être des rapports complexes liés aux origines, à la religion, au rapport au père, au rapport à la famille, au monde du travail, aux exclusions par rapport à la société, etc. Donc, je pense qu'aussi, il y a vraiment ce côté-là... même s'il y a un petit peu de fantastique aussi qui existe, mais il y a vraiment ce côté-là de complexité qui est intéressant dans le cinéma... dans ce genre de cinéma. Mais je pense, excuse-moi de te couper, mais je pense que dans la culture d'une manière générale et sur ces questions-là de rapports socio-culturels, il y a tellement... Finalement, la culture, c'est un peu le refuge où on peut exprimer ces choses-là. Puisque finalement, il n'y a pas de lieu où on peut exprimer ces choses-là. Nous, tous ici, on fait ça par engagement, par envie et pour amorcer quelque chose en fait. Et la culture permet ça. Et permet de témoigner. Je prends la tête à beaucoup de potes autour de moi pour qu'ils écrivent et tout, pour vraiment avoir ce point de vue de la société. Parce que la force d'un livre, c'est que déjà c'est un témoignage du temps, donc du coup il reste. On parlait tout à l'heure de papier, mais voilà, quand tu vas à la bibliothèque et que tu tombes sur un livre, ça n'arrivera pas en numérique. Et finalement tu tombes... un livre, ça répond à soi-même selon l'âge à laquelle on tombe dessus, selon le contexte dans lequel on vit, selon tellement d'éléments. On peut lire un bouquin à 20 ans. Moi, c'est par exemple Do the Right Thing de Spike Lee. Quand il est sorti et que je l'ai vu, c'était Spike Lee, donc je l'ai regardé et tout. Il y a tellement de choses que j'avais pas vues quand je l'ai revu à 30 ans, quand je le revois aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui répondent en toi dans la culture en fonction de ce que tu as compris, où tu en es aussi en tant... Je parle pas de recherche d'identité parce que c'est pas d'identité, c'est de... En tant qu'humain, on s'assagit, je crois, avec l'âge et on veut répondre à des choses et on cherche un sens à sa vie. Il y a tellement d'éléments qui fait que toutes ces œuvres, que ce soit un film, un livre, une musique et tout, elles répondent à soi-même à un moment. Une appropriation de l'œuvre aussi au travers de la lecture ou de la découverte, que ce soit un film. C'est d'où ton interrogation entre la lecture d'un livre à 10 ans ou à 20 ans. C'est absolument pas du tout la même analyse. C'est pas la même lecture. Hein. Il n'y a pas le même niveau parce qu'entre-temps, il y a l'expérience, il y a l'acquisition aussi de certains principes, ou peut-être de désillusions, ou le développement de certains espoirs qui vont faire que tu vas changer le prisme avec lequel tu t'analyses l'œuvre. Après, c'est sûr que, comme disait Laurie, un livre peut servir de socle. C'est ce qui est intéressant. On peut travailler. Par exemple, c'est facile de prendre le livre de Claire Diao et de l'emmener dans une école et un professeur peut faire un travail avec ce livre. Donc, c'est ce qui est intéressant. Mais vraiment, il y a aussi, pour revenir à ma question, il y a ce côté où, dans notre société, si on regarde TF1, France 2, etc., on se rend compte que les problèmes de la société en film, en série ou en téléfilm sont très simplifiés. En fait, le fil conducteur du livre, ça va de 2005 à 2016. Et 2005, c'est pas pour rien, c'est les révoltes sociales. Le fait qu'on les appelle émeutes, alors pour moi, c'est des révoltes. Et le fait que
sont stigmatisés d'un coup dans les médias et à l'échelle mondiale. La figure du jeune de banlieue qui est donc avec une capuche, qui est forcément noir, maghrébin, etc., forcément musulman, qui brûle les voitures, qui caillasse, etc. Et on oublie complètement que non, les banlieues, c'est rempli de gens qui sont venus travailler pour reconstruire la France, qui payent des impôts, qui envoient leurs enfants à l'école et qui essayent juste de faire en sorte que voilà, l'avenir soit meilleur pour les générations futures. Là, d'un coup, mettre le prisme sur, allez quoi, 10, 20 personnes d'un quartier où il va y avoir des milliers de personnes et faire croire à toute la France et en plus au monde entier que voilà, c'est ça, ce territoire, c'est ça, les gens qui habitent là-bas sont comme ça, avoir franchement, il y avait des journalistes de guerre, des reporters de guerre qui étaient envoyés ici pendant les révoltes, c'est quand même abusé. Des gens qui cherchent des fixeurs et qui sont en panique, des journalistes qui viennent, qui quittent Paris, qui ne sortent pas de leur voiture et qui filment à la volée, qui payent des gens pour avoir le bon commentaire, la bonne image, etc., qui va filmer les baskets, les chaussettes, etc. Enfin voilà, ça ressort par exemple dans le film Rue des Cités de Karine May et Hakim Zouani, qui commence par un reportage bidonné qui passe à la télé et là t'as les gars dans le quartier qui regardent et qui disent mais c'est pas ton cousin là, et donc là il y a tout le quartier qui veut tomber sur le cousin en disant mais t'as fait quoi, t'as accepté l'argent des journalistes pour mentir sur le quartier, etc. Voilà, ça c'est le point de départ du film et je pense que le problème aujourd'hui en France, c'est ça, c'est que c'est un petit groupe de personnes finalement qui ont les moyens, le pouvoir de financer des films, des séries télé, etc. Et donc la vision, elle est un peu biaisée de ce qui est vraiment de nos réalités. Et je le vois en tout cas je l'entends dans ce que me disent les cinéastes et que je présente dans le livre, c'est ce côté, moi, on m'a demandé qu'ils disent plus d'insultes, on m'a demandé est-ce qu'ils fument du shit, on m'a demandé, et il y avait Jean Carener qui disait ça, il disait mais moi, je filme ce que je vois, donc si moi je croise pas un dealer, etc., pourquoi je mettrais ça dans mon film? C'est pas pour faire plaisir aux producteurs, aux diffuseurs, aux scénaristes. Est-ce que finalement c'est pas tout simplement l'énième stigmate de la défaillance du modèle français à ce niveau-là? Je sais pas, mais je pense que le vrai problème, c'est ce côté assimilationniste que n'ont pas d'autres sociétés où enfin voilà, j'ai plein d'amis qui avaient, je dis toujours, je vis bien en France parce que je voyage beaucoup. Et rester que en France, ça me rendrait vraiment folle. Et ce côté assimilationniste, ça veut dire il faut que toi, tu prennes les codes de la société, mais c'est comme s'il fallait mettre à la porte, toi, tous tes codes culturels que tu portes toi en héritage ou que tes parents t'ont transmis, etc. Et ça, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça, je pense, toutes ces réactions de non, la société française n'est pas musulmane. Non, tu vois, il faut qu'il y ait du porc à la cantine. En fait, c'est ce côté, je sais pas, il y a tellement de sociétés où tout le monde vit côte à côte, certes, et parfois ensemble, mais avec ses spécificités, que vouloir un modèle figé de ça, c'est la société, c'est un peu compliqué. Pourtant, Mac, tu voulais poser une... Pourtant, en écoutant tes interviews, en lisant un petit peu les articles sur toi, j'ai eu une vision un petit peu, puisqu'on parlait d'image, de ce qui est bon, ce qui est passable à la télé, etc. Et tout. Pourtant, même lorsque la télé s'agit un petit peu à ce niveau-là, elle continue de le montrer. Je prends un exemple qui est tout simple et qui m'a vraiment sauté à l'esprit cet après-midi en travaillant sur ce que tu avais fait. Je prends l'exemple d'un gars qui, lorsqu'on parle de l'Afrique, par exemple, ou lorsqu'on parle de la banlieue, je vais les mettre dans le même groupe. En disant, voilà, on parle de la banlieue en présentant des gars en basket, qui parlent un peu mollement, qui n'ont pas franchement envie d'aller, qui montrent pas que l'envie de travail est présente chez eux. Déjà, c'est un stéréotype absolument effrayant, puisqu'il y a énormément de diplômés en banlieue qui galèrent pour ça. Mais lorsque tu as une visite internationale et que tu as un Africain qui vient dans une tenue traditionnelle, tout simplement parce qu'il souhaite représenter le rayonnement de sa culture à l'extérieur, il y a toujours ce côté un petit peu folklorique, l'angle folklorique avec lequel on va le présenter. Mais si on réfléchit bien, lorsque ce gars vient en costume, on conforte la France dans son positionnement culturel, à savoir qu'elle apporte quelque chose de plus à l'extérieur. Voyez comme l'Africain qui vient en costume pour une rencontre internationale, finalement, ça conforte cette idée un petit peu poussiéreuse, un petit peu cloisonnée de ce que nous vend en fait la France en permanence, à savoir que on vit sur, on a une pensée qui est complètement passéiste.
Ah ouais, c'est problématique. Il y a eu une fois Idrissa Ouedraogo, réalisateur burkinabé, qui a remporté, je crois que c'était en 91, un prix à Cannes, prix du jury, avec Tila et son long métrage. Et en fait, Idrissa Ouedraogo n'était pas dans la salle pour la remise des prix. Donc il y a un noir qui s'est levé pour venir chercher le prix. Et donc là, tout le monde dans les commentaires, oui, et voici Idrissa Ouedraogo. Mais si vous re-regardez la vidéo, il faut un temps pour que les gars se rendent compte que ah non, ce n'est pas le cinéaste, donc quelqu'un va venir prendre le prix à sa place. Mais du coup, dans cet imaginaire de bon, le seul noir dans la salle, c'est forcément lui. S'il se lève quand on dit qu'il y a un prix, c'est lui. C'est cette vision-là. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est pour ça que j'ai une partie du livre qui parle de la vision des autres à la représentation de soi. Qu'est-ce que c'est dommageable d'être toujours passé par l'autre pour savoir à quoi on ressemble. Mais ça, on en parle même aujourd'hui dans les cours de bien-être ou de je sais pas quoi. C'est tant que t'as pas confiance en toi, tu peux pas aller chercher la confiance de l'autre. Ou si tu t'aimes pas, tu vas aller demander beaucoup d'amour à l'autre, alors qu'en fait, c'est à toi de le constituer. Et je pense qu'il y a ce même truc dans ceux qui savent qu'ils ne sont pas comme ce qu'on a représenté d'eux à l'écran. C'est logique qu'à un moment donné ils prennent des caméras en disant ok, vous avez cette vision de nous, ce n'est pas nous, donc puisque vous ne comprenez pas, on va faire nos propres films. Il y a pas un risque de s'enfermer aussi dans un second réseau? Si, mais je pense que c'est notre vrai problème en France, tout simplement. Les gens sont cloisonnés, mais c'est hallucinant. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant. Chacun vit dans son monde, il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas de... pour passer d'un univers à un autre, pour, je sais pas, même plancher sur... C'était l'Afro qui avait fait une rencontre sur les cheveux avec, je sais plus comment elle s'appelait, il y avait une jeune femme qui disait, mais donc tous les laboratoires se sont lancés en disant il faut qu'on fasse de la cosmétique afro, et il n'y avait pas une stagiaire ou pas un salarié afro dans l'équipe. Oui, mais ça c'est franco-français. Voilà, mais du coup, moi je pense que ça vient de là aussi mais je pense problème. Pas que ça soit aussi parce qu'aux États-Unis c'est hyper cloisonné. Par exemple, il y a vraiment des frontières, elles sont très très claires. Bien proche du micro, Laurie. Pardon. Bien, les frontières sont très claires. Enfin, tu vois quand tu passes d'un monde à un autre. Ou en France, en fait, de mon point de vue, la population de masse ne se sent pas concernée. Oui. Même pour du business, elle ne se sent pas concernée. C'est qu'il faut vraiment leur foncer dedans et dire ah oui, bon, on va vous mettre un shampoing dans le rayon. Comme ça, vous allez arrêter de nous saouler. Mais même pas, ah putain, on peut leur faire un shampoing et ça va nous ramener des thunes. Non, c'est juste, c'est bon, on va les faire taire un peu. Et c'est dans ce sens-là que c'est cloisonné, c'est qu'on ne se sent pas concerné. Oui. Et pour ajouter le côté assimilationniste de la France, il est hyper réel, il est hyper profond, parce que quand tu regardes déjà quand tu regardes les pays qui ont été colonisés par la France, à cette heure-ci, il y en a beaucoup qui partent en vrille. Et quand tu vois d'autres types de colonisation, la gestion des pays a été un peu différente. Ils ont quand même un peu plus d'autonomie du coup quand ils ont eu leur indépendance. Ils ont un petit peu plus géré, ne serait-ce que le côté entrepreneuriat, etc., etc. Et c'est vrai que ce côté assimilationniste qu'il y a ici, c'est comme si les gens, ce qu'ils comprennent pas, les franco-français, moi je suis franco-français, tout le monde est franco-français, bref, le français blanc qui n'a pas l'impression d'avoir des origines extérieures, lui, il a l'impression que non, il faut que tout le monde soit comme lui. Tout le monde doit manger du porc, tout le monde doit ceci, cela. Non, et ça, en fait, ouais, voilà, ils mettent une norme là-dessus. Mais si on va au bout de cette norme, il faut se décaper et il faut devenir blanc. Donc le truc, c'est quoi? C'est que il n'y a pas de norme. Ici, chaque être humain ramène quelque chose. Et c'est vrai que on a tendance, nous, à regarder ce qui se passe et on se dit, moi, le premier, je me dis, mais... En fait, la France, elle devrait justement se réjouir de tout ça, se réjouir de ce melting pot, parce que chacun ramène quelque chose, chacun ramène ses spécialités. Et là, ce que je constate, c'est que le pays, il perd du temps, il perd de la force, parce qu'il ne sait pas utiliser réellement toutes les forces qui font la composante de cette patrie. Mais il crée notamment le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de haine qui s'alimente parce qu'on est ignoré, parce qu'on n'est pas considéré, parce que,
Et la haine s'alimente tellement facilement. Grâce aux réseaux sociaux. Pour en revenir à ce que disait Mac, et pour reprendre les termes de Césaire, finalement, c'est pas de l'assimilation, hein, c'est de la cannibalisation, tout simplement. C'est-à-dire que la France aspire et digère et recrache son modèle, sans demander l'avis, qui veut encore du gâteau, est-ce que quelqu'un veut se servir encore? Non, c'est je bouffe tout, je reprends, et le problème c'est que ça prend énormément de temps aussi pour éveiller les consciences. Donc ça va, en souhaitant que les générations qui suivent vont pouvoir bénéficier de ça, mais c'est encore très compliqué. Moi je vois les modèles, on en discutait notamment lors de la venue de Barney, ici avec toute l'équipe du gang des Antillais. C'est quand même très compliqué parce que moi j'appartiens à la génération des gens dont les référents étaient aux États-Unis puisqu'ils n'étaient pas en France. J'ai encore l'image très troublante du sketch de Michel Leb en tête. Ah bah. Et là où j'ai commencé à me méfier aussi de la télévision, c'est que j'ai essayé de le retrouver sur le net. Le fameux sketch de Michel Leb, il y a un noir au premier rang. Évidemment, je pense qui rit plus par la gêne que le sketch lui provoque. Il aime bien dire, lui, Michel Leb, qu'il a été dans tel pays, qu'ils ont kiffé, que le président de tel pays l'a félicité. Et moi, ce qui m'a attristé, c'est que c'est surtout la situation du seul homme noir qui était au premier rang. Et ça m'a vraiment marqué plus que les propos dans le sketch. Oui, mais c'est comme quand on fait des projections des projections presse sur des films... Dear white people. Sur des films traitant des ségrégations raciales et tout, et que évidemment, la masse journalistique, elle est plutôt blanche que noire, et qu'il y a des moments où les gens rient, et tu comprends pas pourquoi ils rient, en fait, parce que c'est pas drôle. Enfin, et voilà, dernièrement, j'ai été voir le film Détroit en projection presse. En plus, pour une fois, c'était rempli. Mais ça, c'est parce que c'est Catherine Bigelow, la réalisatrice. Parce que beaucoup de projections de presse traitant de ces questions-là sont vides. Même quand t'appelles... Mais là, c'était rempli. Donc, c'était rempli de journalistes blancs. Et je suis arrivée. Déjà, comment ils m'ont regardé, genre, qu'est-ce que tu fous là, toi? Parce qu'il y a des journalistes noirs qui écrivent sur le cinéma en France. Et en même temps, il y a cette espèce de gêne à la fin du film. Tu sais, cette gêne hey, gars, c'est pas de ta faute, en fait. Ce que c'est passé en 67 à Détroit, t'en es pas du tout responsable. Mais pourquoi t'es gêné, en fait? Parce que t'as jamais croisé de Noirs dans ta vie, de parler réellement avec eux. Il y a un autre exemple. Fabienne Canor, La Noiraude, le film, il devait y avoir une suite. Où est-elle? Oui, mais ça, c'est des questions de production et de budget et compagnie. Il a été fait il y a une dizaine d'années. Hein. Ça a été une vraie galère. On peut parler d'autre chose. On peut parler de Guy Deslauriers, illustre réalisateur martiniquais qui a fait Le Passage du Milieu. Et j'ai eu l'immense honneur de rencontrer il y a quelques années de ça, et qui m'expliquait que pour faire un film, il hypothéquait tous les droits de ses anciens films. Donc ça veut dire qu'il suffisait qu'il se plante pour tout perdre. Ça veut dire que 30 ans de travail disparaissaient juste sur une plante. À chaque fois, ton travail il est remis en question, t'as aucune flexibilité. Oui, tandis qu'on propose à d'autres, je voudrais pas dire, mais il y a des réalisateurs quand même qui enchaînent les merdes et qui continuent à... Il y a des réalisateurs non colorés qui enchaînent les échecs. Ça te va mieux comme ça, qui enchaînent les échecs économiques et qui continuent à faire des films. Oui, mais c'est une question ça, c'est une question de risque sur les investissements par les producteurs. Mais ce dont on parle, c'est que ceux qui parlent des films, enfin, les journalistes qui parlent des films, déjà, ils ne sont pas concernés. Donc, quand ils sortent, si tu n'as pas de promo sur un film qui sort, donc t'as pas de critique, donc t'as pas d'entrée en fait, donc ton film n'existe pas. Ouais. C'est compliqué. Ouais. La boucle est bouclée. C'est quand même très très curieux parce que à écouter Spike Lee, si on écoute bien l'histoire du en dehors de Nola Darling, qui a été financé intégralement par sa grand-mère. Mais c'est l'un de ses premiers films en plus. C'est l'un de ses premiers films. Mais ce que dénonce Spike Lee dans ses films, faut savoir aussi qu'il dispose également, et Serge Romana l'a également précisé, sur des dettes qu'il avait qui ont été réglées par une communauté, souvent à laquelle on n'ose pas toucher.
et qui a dit quelque chose de très très juste. Et ça, c'est l'entraide entre les communautés. Romana avait des dettes. Donc, un jour, il y a un financier juif, clairement, de la communauté juive, qui est venu le voir et qui lui a filé un chèque. Et qui lui a dit, mais je comprends pas, t'es pas concerné par ce que je fais. Il lui a dit, oui, mais pendant qu'on vous tape sur le dos, nous, on nous fout la paix. Et aux États-Unis, la communauté juive finance et a permis au cinéma noir d'évoluer aussi. Et Spike Lee le dit clairement. Et il suffit de regarder les crédits de son film. Par contre, ici, en France, on doit être la seule communauté où on se laisse crever entre nous, quoi, en fait, quoi. Je veux dire, Oui, mais ça va... Après, le débat est assez long, mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que... Et c'est comme cette fameuse guerre entre Caribéens et Africains. Enfin, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de solidarité. Tout ce côté... comment dire, de tous ces acteurs du cinéma qui sont finalement éparpillés, qui se connaissent pas entre eux, tout est fait pour pas qu'ils se croisent. Parce que si tous ces gens-là se remettent ensemble, mais cette double vague, ça va devenir un ouragan comme Irma. Un Fujiyama. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On a encore pas mal de choses à échanger avec Claire qui nous fait l'honneur d'être dans le building. Donc Claire Diaoké avec nous, qui nous présente son livre, donc Double Vague. Et justement, on va parler dans quelques instants de ce cinéma qui n'existe pas ou qui n'a pas existé, qui a été avalé, renversé par une vague qui était nouvelle à l'époque et qui maintenant est juste une flaque d'eau. Un cinéma un cinéma ouvrier, un cinéma de révolte. On va en parler un petit peu plus de Paul Carpita, etc., etc. Je vous répète que vous êtes bien sur Street D. Et tout de suite, on va écouter le morceau de l'ancien leader du groupe Positive Black Soul qu'il menait avec Doug E.T. Et je pense que c'est un titre que Claire apprécie particulièrement. L'homme s'appelle Didier Awadi, le morceau s'appelle Dans mes rêves, et je vous conseille cet album, l'album dont est issu ce morceau, parce qu'il y a pas mal de connexions. Donc ça part de l'Afrique, ça va en direction du Kenya, du Mali, des Antilles, jusqu'au State avec M1 de Dead Praise pour les personnes qui connaissent. Donc on va écouter ce morceau Dans mes rêves, dans mon rêve, et tu vas nous dire pourquoi tu kiffes particulièrement ce titre, Claire. Vous êtes bien sur Street D, 19h-22h sur Radio RGB. Comment tu sais que j'aime ce titre? Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Le fils s'élèvera main dans la main. La mère s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tout c'est la haine est dominée. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite et camite éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Yes, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. L'album de Didier Awadi qui est sorti en 2010 s'appelle Président d'Afrique, et sur chaque morceau, il parle de présidents africains, il parle de Thomas Sankara, d'autres présidents, et c'est vraiment, je vous invite à le découvrir. Cet album est disponible notamment sur les sites de téléchargement ou de streaming, donc allez-y. Je vous rappelle que nous sommes avec Claire Diao et que nous parlons bien sûr de son livre Double Vague. Donc je voulais rebondir sur les présidents d'Afrique. Oui. Parce qu'en fait, c'est la bande son d'un documentaire que je distribue qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique de Yannick Letourneau, un réalisateur canadien qui allait rencontrer Dead Prez aux États-Unis, Zulu Boy en Afrique du Sud, Didier Awadi au Sénégal et Smokey au Burkina Faso, pour parler de la place des rappeurs qui font grandir les consciences de la jeunesse sur le continent africain. Et voilà, donc il est très proche de Didier Awadi et c'est la musique principale du film. Ok, donc voilà un petit peu le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Je rappelle que vous êtes bien sur Street D et que je suis avec Laurie Pézeron
qui est dans le building. Je suis aussi avec Manu Dorlis, Yup. qui est dans le building. Et on est en train de s'éclater. Des fois, ça part en débat, etc., etc. Mais bon, on est juste en train de kiffer. On est avec Claire Diao et on est obligé d'en profiter parce que pour moi, ta venue, c'est simple. Je me positionne comme le mec qui a envie, qui est là et qui se dit, alors il faut que je lui demande toutes les questions auxquelles personne ne pourrait répondre. Pourquoi alors il n'y a pas beaucoup de noirs à la télé? Pourquoi les noirs ils ont que ce type de rôle? Où sont les réalisateurs noirs qui doivent passer dans les grands médias? Pourquoi on doit forcément aller dans les festivals, qu'ils soient petits ou un peu plus gros, pour voir des films et je ne peux pas aller les voir à UGC à côté de chez moi? Pourquoi? Faut répondre à tout ça d'un coup. Alors, d'une part, problème de communication. Elle me regarde. Non, bah oui, la communication. Reed, 10 ans. J'ai découvert ça il y a quoi, 2 ans. Voilà. Non, mais souvent, voilà, c'est des gens par certains réseaux qui savent que tel truc existe, qu'il y a ça qui se passe. D'autres, la personne à côté intéressée par les mêmes choses n'est même pas au courant. Donc, il y a un vrai problème de communication. Mais c'est en train de se démocratiser quand même un peu avec les réseaux sociaux. Quoique, il y a un problème de, comme je disais tout à l'heure, de non-connaissance, de non-curiosité et de réseautage. Encore une fois, le réseau. Mais quand quelqu'un va chercher un nouveau chroniqueur dans une émission, etc., il va pas mettre une annonce publiée sur Pôle emploi. Il va demander autour de lui, tiens, t'aurais pas, donc s'il veut un noir, tiens, t'aurais pas un journaliste noir, nanana. Et là, on va chercher autour de soi. Donc, on est dans des réseaux où, justement, si t'as pas ce réseau, bah, t'auras pas les opportunités. Il y a un truc un peu vraiment, je vais pas dire verrouillé, mais quand même assez fortement. Tu es en train de nous dire que les gens qui établissent les normes de la culture ne savent pas eux-mêmes les choses? Bah, moi, je trouve qu'il y a un gros manque de curiosité. Sinon, dans ce cas-là, t'aurais beaucoup plus de représentants, d'institutions, etc., qui se glisseraient dans les salles de projection en cachette pour voir les tendances. Enfin, il y a quand même un truc de... On va rester au centre de Paris, aller en banlieue, oh là là, c'est compliqué. Du coup, t'as les mecs qui vont habiter en banlieue, qui vont, eux, organiser leur projet à Paris pour être sûrs d'avoir les Parisiens. Enfin, tu vois, et ça vient dans cet état d'esprit. De schizophrénie. Exactement, ça va jusqu'à ce... Et alors, je parle pas du reste de la France. Moi, je déteste le mot province, mais parce que j'ai grandi en dehors de Paris, et il y a ce rapport-là où tout se passe dans la capitale, en fait. Donc, si tu viens de Clermont-Ferrand, si tu viens de Marseille, si tu viens de Lille, si tu viens de Roubaix, si tu viens de Strasbourg, tu n'existes... Voilà, t'es mort dans le film. Tu n'existes pas. C'est un problème culturel ou parisianiste? C'est pas une question que parisianiste. Enfin... en plus, il y a tellement d'initiatives. Enfin, moi qui suis une vraie C'est pas qu'une question de parisianisme, mais le parisianisme, il est omniprésent. Regarde, même quand tu regardes... Ah, mais regarde, dans les médias, et regarde, quand tu regardes... on parlait des films de la nouvelle vague, etc. Mais même les films, jusqu'à très récemment, à un moment donné, je pouvais plus déjà... Les titres des films du cinéma français, c'était des titres de ouf. Oui, je traverse la rue, tu vois, que des noms bizarres. Et ensuite, quand je regardais le synopsis, ou quand je regardais les trucs, tout se passait à Paris. C'était que des bourgeois blancs. C'est tout. Tous ils étaient à Neuilly, dans le 16e. Et je me dis, mais en fait... il n'y a rien d'autre qui existe, quoi. C'est la seule chose, le seul moment où les mecs, ils allaient à l'extérieur de Paris et on se disait, ah, je vois, et tout, je regarde les extraits du film, je vois une villa, etc. C'était des Parisiens qui étaient partis, genre, en Dordogne ou je ne sais où. Donc, il y a comme ça un cinéma autocentré, un cinéma assez nombriliste. Oui, mais même les médias, parce que finalement, une chaîne comme Canal+, c'est une chaîne hyper parisienne. Enfin, non, mais carrément. Elle émet en nation et à l'international, mais enfin, tous les sujets qui sont traités sont hyper parisiens. Bon, les JT, moi, quand j'étais petite, je supportais pas de voir annoncer c'est la rentrée, donc nous allons dans le 7e arrondissement voir la classe de CP et j'étais là, mais tout le monde fait la rentrée en France, en fait. Pourquoi on va pas envoyer un journaliste dans une autre ville, histoire de dire qu'il n'y a pas que Paris, mais bon. C'est compliqué. En fait, je pense qu'il y a un truc, c'est comme quand je parlais de non-curiosité, je pense qu'il y a un truc de flemme, tout simplement. Ouais, il y a une vraie... Oh là là, c'est loin, non, bah attends, on va filmer l'école qui est à côté, c'est bon. Je pense aussi qu'il y a une vraie flemme, et d'ailleurs, moi, pour l'avoir vécu, même de journalistes qui faisaient un reportage à l'époque dans mon quartier quand j'étais plus jeune,
qui filmait un candidat issu de la banlieue pour le poste de maire. Et je sais qu'un journaliste, caméra au point, je passais, il m'a insulté. Et en fait, il attendait une réaction, tu vois. Il attendait une réaction pour que, tu vois, il ait du contenu, en fait. Et le truc qui est... moi, je rigole parce qu'au début, tu vois, ça m'a un peu énervé. J'ai regardé le mec, j'ai regardé sa caméra et je suis parti, tu vois. Et le truc, c'est quoi? C'est que ce fainéantisme, ce côté fainéant, eh ben, il va jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut obtenir des images, il faut obtenir quelque chose, tu vois, d'un peu saignant. Merde, on vient à Sarcelles. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je peux pas aller à Sarcelles sans qu'il se passe rien, quoi. Le mec, il me ramène dans sa famille. Ok, on voit un petit peu les trucs du Maroc, etc. Mais c'est pas assez, quoi. Il faut que, tu vois ce que je veux dire? On en est jusque-là. Et c'est vraiment ce qui est dommage. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la France et notre système, en fait, eh ben, on se prive vraiment de beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de talent. Manu, tu veux dire quelque chose? J'ai oublié. Eh ben justement, c'est très bien que tu aies oublié parce que Si. Je voulais rebondir sur le titre du livre. Oui. Pourquoi double vague? Parce que j'ai une petite question qui vient derrière. Vas-y, tu... Ah non, mais c'est écrit dans le livre, en fait. Bah oui. Attends, il y avait... Oui, mais comme boss... Oui, attends, je suis obligé de me défendre là-dessus. Je suis obligé de Ne m'obligez pas à publier la conversation WhatsApp qui date d'hier en disant on va recevoir Claire et moi. J'ai envoyé double vague. C'est qui? Voilà, double vague, 2 points d'interrogation pour savoir si on parlait bien de la même. Et j'ai pas eu le temps de courir. Te justifie pas. Oh, mais c'est bon, t'arrêtes de balancer les collègues, quand même. Ah là, t'es comme ça. Il y a donc un fil WhatsApp pour organiser l'émission Street Jam. T'as vu ça? Non, voilà. Non, mais pour répondre à ta question, non, je rigole. Je pars de 2 choses. Double, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la double culture. Et qu'est-ce que, justement, en ayant grandi dans une société avec d'autres référents culturels, etc., apportés par nos parents, qu'est-ce que ces cinéastes impulsent au cinéma français? Et vague parce que déferlant, et parce que justement, et c'est pas que 1, 2, 3 mecs isolés dont on va parler une fois par an dans les médias parce que un tel a eu un prix, etc. C'est plein de gens, c'est des hommes, des femmes, en banlieue, pas en banlieue, qui habitent à Paris ou ailleurs en France, qui font leurs films, des courts, des longs, voilà, en fait c'est que ça... Je sais pas comment dire, c'est en train de venir de tous les côtés, ça palpite, et voilà, il y a eu une époque, il y avait les clips, et puis les mecs qui se sont formés aux clips, bah, certains sont passés au cinéma, parce que maintenant ils savent comment faire un film, le monter, etc. Et puis aujourd'hui, bah, il y a ceux qu'on va voir, parce que les médias vont bien vouloir en parler, parce qu'ils auront eu la chance d'être sélectionnés dans tel ou tel festival renommé, et puis il y a tous ceux qui sont pas dans ces réseaux-là, mais qui existent. Et en fait, le but, c'est de dire... Double vague, on nous parle de la nouvelle vague tout le temps. Quand on parle du cinéma français, il n'y a que ça comme référence. C'était l'âge d'or, ça a influencé le nouvel Hollywood aux États-Unis, ça a influencé le cinéma mondial en fait. Et donc on se raccroche à ça, c'était il y a 60 ans. Donc moi je pose aussi la question, on est 60 ans plus tard. Est-ce qu'on continue de regarder derrière ou est-ce qu'on veut bien se positionner aujourd'hui, à voir qui sont les gens de demain, les gens d'aujourd'hui déjà, et qu'est-ce qui va être possible dans les prochaines années? Non, pourquoi je te pose la question? Parce que le hasard a voulu qu'il y ait peut-être un mois à peu près, j'ai entendu justement une émission sur la nouvelle vague. Qui date de 60 ans. Oui, non mais tout à fait. C'est pour ça que j'étais un petit peu... il y a quelques semaines, t'as dit? Il y a quelques semaines, ouais. Tu regardais des programmes intéressants. Vas-y, continue. Quand je suis déconnecté de Gulli. Et en fait, il y avait une de ces icônes qui disait, mais... Je comprends toujours pas pourquoi on appelle ça la nouvelle vague, parce que nous on voulait juste faire du cinéma. Et en fait le monde extérieur à ces réalisateurs, dans lequel étaient ces réalisateurs, s'est complètement emparé de ça, a fait du fric avec, ou a fait la promotion, a assuré le rayonnement culturel de la France, blablabla, tout ce qu'on veut. Et ça va jusqu'à certains réalisateurs américains qui finissent par se poser la question en disant mais finalement qu'est-ce qu'il y avait là-dedans quoi. Il y a de réelles thématiques qui ont été développées, il y a un réel prisme qui a été travaillé pour faire du cinéma autrement.
Mais nous, on nous a vendu ça. Moi, je suis de la génération qu'on a tabassé avec ça, quoi, en fait, quoi. Et j'ai jamais trouvé intéressant. J'ai pas trouvé ça intéressant. Et je me disais, est-ce que c'est une petite cartouche en direction de la nouvelle vague? C'est une façon de se réapproprier ce terme, etc. Bah oui, c'est une question de dire, il y a d'autres vagues possibles en fait. Et pourquoi on devrait se figer? Oui, ça a existé, ça on le renie pas. Mais il y a un moment donné, il y a d'autres cinéastes qui arrivent, qui sont là, et nouvelles, on dit quelque chose de nouveau, mais qui a 60 ans. Donc qu'est-ce qu'on va... Enfin, je sais pas, c'est se poser la question, qu'est-ce que le cinéma français aujourd'hui? Quand je vois le fait que tout le monde regarde vers les États-Unis, que tout le monde s'inspire des États-Unis, donc on se dit donc on peut pas se rêver en France en fait. On peut pas se dire que c'est possible en France. On peut pas avoir des idoles noires, maghrébines, etc. en France. On peut pas se dire qu'on peut se faire de l'argent en France. Il y a un vrai truc. Et quand tu regardes à l'étranger, cinéma français, mais les gars ils rigolent. Oh là là, c'est des films psychologiques, bavards, toujours des histoires d'amour, relous. Non, nous on veut du boum boum bam, bah voilà. Mais il y a pas une responsabilité de Télérama, franchement. Non. Non mais attends. J'étais un lecteur de Télérama pendant très très longtemps. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que finalement, pour avoir de l'intérêt pour Télérama, il fallait être un petit Mongol qui était perdu dans la steppe et qui avait perdu son âne. Sinon, aucune autre forme de cinéma n'intéressait. Le cinéma commercial, ils n'arrêtaient pas de chier dessus. Moi, j'ai grandi avec le cinéma commercial. Ouais, je suis désolé, Rocky, comme tous les gamins de l'époque. Tu as le droit. Non, mais j'ai aimé d'autres films. Je suis un fan de Kubrick. Je suis un fan de Kubrick, de Jarmusch. Il y a plein d'autres réalisateurs. J'aime Spike Lee, j'adore le travail de Spike Lee. Même ce qu'il fait à l'heure actuelle, qui a complètement... Il a évolué. Il a évolué. Il y a aussi des réalisateurs en France, bien évidemment, dont les noms ne me viennent pas. Mais il y a le cinéma africain, il y a le cinéma haïtien. Je vais pas ressasser en permanence du Deslauriers, du Palsy et compagnie et tout. Même si, par exemple, Palsy, c'est bon quoi. Mais Palsy, elle travaille aux États-Unis. On le sait pas. Le problème, c'est que c'est une représentante. Si, elle fait partie de la truc des Oscars. Mais si, mais on le sait, sauf qu'à chaque fois qu'on parle de Palsy, on parle de La Rue Cazenègre et de Léon. Enfin, ces films mais non, c'est une saison blanche et sèche pour moi. Palsy. Oui, c'est surtout ça. Mais c'est quelle année? Parce que c'est Marlon Brando, première femme noire à être produite par un studio américain. Parce que elle a été une réalisatrice tout court. Et ça, personne n'en parle. Elle n'a pas été une réalisatrice noire, mais tout court. Moi, par contre, il y a un truc aussi par rapport à nous. C'est cool, tu vois. Il faut savoir tuer le père et tout ça, mais il faut savoir aussi respecter le père. Donc, il faut savoir envoyer du respect à Euzhan Palsy et calmement, il faut savoir dire qu'on a le droit de regarder ailleurs, tu vois. C'est comme quand tu arrives et tout, tu t'intéresses au cinéma, tu vas regarder d'anciens films pour te forger en tant que réalisateur. C'est pas pour ça que tu dois dire, ouais, mais fuck, tu vois. Non, tu vois, tu regardes, tu apprends et ensuite tu passes à autre chose. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, faut laisser l'opportunité aux gens de passer à autre chose. Mais c'était intéressant parce que tu vois, tu parlais du cinéma commercial. Moi, je sais que, en tant que moi, quand j'étais plus jeune, il y avait pas beaucoup de noirs à la télé, c'était problématique. Et que tu vois, quand, par exemple, Bad Boys est sorti avec Will Smith, je me rappelle, j'étais avec mon pote Kak, on sortait du cinéma, le mec faisait style qu'il était un keuf. Moi, c'était rare de voir, tu vois, mes potes jouer au keuf, tu vois. Ouais, ou s'identifier à... un personnage, c'est exactement ce que je veux dire. Mon neveu, récemment, il a vu pour la première fois Le Prince de Bel-Air chez moi. Il m'a demandé, ouais, qu'est-ce que c'était, etc. Et je sais pourquoi il me demande ça. Parce que les codes, parce qu'il voit un noir à la télé, etc., lui, il s'en rend pas encore compte. Mais c'est par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que... Et ça crée des imaginaires. Et c'est vrai que du coup... Un noir riche, Uncle Ben. Un noir riche, t'imagines. Et du coup, c'est pas Ricky la belle vie, tu vois ce que je veux dire. Ou Arnold et Willy. Et donc, du coup, ça pose le truc, c'est que nous, notre génération, on s'est beaucoup fixé sur les States. Et tu vois, bon, nous, avec l'âge, etc., et nos origines, etc., et le fait d'être... Pour moi, en tout cas, le fait d'être en banlieue, d'avoir grandi où j'ai grandi, il y avait un sacré mélange culturel de fou. Donc du coup, j'ai pu prendre des cultures de tout le monde, etc. et assimiler aussi super bien ma culture et la partager avec les autres. Mais du coup, les States ont ce rapport, c'est pas vampirisant, mais domine un petit peu notre vision. Et il y a aussi ce côté-là aussi à reconstruire parce que quoi qu'il arrive, nous aussi on est dans des stéréotypes parce qu'on a aussi été dans cette éducation nationale, on a été élevé par tout ça. Donc du coup, c'est vrai que
Moi, je sais que à l'école, tu peux avoir, si tu regardes un film avec des gens, les gens peuvent avoir des réflexions bizarres sur que ce soit un Antillais, que ce soit un Africain, que ce soit un Tunisien, que ce soit un Algérien ou autre. Tu vois, les gens vont avoir des trucs. Et se permettre de le faire aussi. Et se permettre de le faire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail. Et moi, ce que j'apprécie avec le cinéma de la double vague, c'est le fait aussi que, encore une fois, c'est de ne pas banaliser les sujets et que les sujets sont complexes parce que nos vies elles sont complexes. Moi je regarde et tout quand tu habites à Paris, en région parisienne, ou quand tu es en banlieue, tu parlais de la banlieue lyonnaise, Grenoble, tu regardes le Havre, etc. C'est complexe. C'est complexe, on n'est pas dans des rapports où c'est facile, et c'est ce qui est intéressant parce que du coup moi je trouve que vraiment culturellement les émissaires de l'État devraient vraiment se pencher sur ce genre de film au lieu de vouloir dicter les choses aux gens, et devraient vraiment se pencher là-dessus pour faire bouger les choses. Et je sais que tu as participé au jury de Toi-même tu filmes, donc qui était une initiative vachement intéressante. Comment tu as trouvé justement cette initiative qui avait été lancée par Google et repris par une agence avec Pocrin, etc., etc. Moi, j'avais été approchée par je sais plus, c'était un communicant ou je sais plus comment on dit. Et en tout cas, voilà, en gros, YouTube avait reçu des reproches du fait que, comme n'importe qui peut publier du contenu, il se retrouvait avec des contenus haineux ou des incitations, etc. Je sais pas, djihadisme et compagnie, puisqu'ils peuvent pas maîtriser qui publie quoi. Ils peuvent juste le censurer une fois que c'est publié. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, mais donc il faut qu'est-ce que nous, on peut faire? Et ils se sont dit, allons inciter les jeunes à s'exprimer avec, je crois que l'année dernière, c'était la fraternité ou une thématique comme ça. Ouais. Et ils ont organisé toute une tournée à travers la France, essentiellement dans des centres sociaux, MJC, etc. pour permettre à des jeunes de filmer avec leur téléphone portable et faire des petits courts-métrages. Voilà. Non, c'était le vivre ensemble, peut-être. C'était le vivre ensemble. Et du coup, après, il y a eu une compétition avec tous ces films-là et une remise de prix. Et les gagnants sont partis à Los Angeles et encore l'Amérique. Et à Hollywood. Et d'autres se sont formés à Paris, il me semble. Mais, ouais, c'était sympa. Ils ont même été dans les studios de Google, etc. Il y a eu de vrais échanges avec les jeunes. Et toi, donc, du coup, ton rôle, c'était de juger... C'est ça, visionner les films et remettre un prix. Moi, ce qui m'a frappé, c'est on parle de double vague, mais c'est déjà des retraités, double vague, parce qu'en fait, ça va trop vite, en fait. Les nouvelles générations. Regarde, Swan, il est en train de sweeper le téléphone portable pour regarder ses vidéos. Je précise que Swan a 3 ans. Voilà. Non, enfin voilà, les enfants super jeunes peuvent toucher les tablettes, les téléphones portables, etc. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait Jamel Debbouze dans le jury. Ouais. Et donc, en gros, la cérémonie avait lieu à Google à Paris. Il y avait une scène, et puis devant, il y avait tout le public. Et en fait, les gagnants, quand ils sont montés sur scène, ils n'ont jamais regardé le public, ils ont tous dégainé leur portable, ils sont collés à Jamel, et ils ont fait des photos, des Snapchats, selfies, des vidéos, des selfies, de tout ce que tu veux. Et je me suis dit, mais donc il n'y a plus aucune interaction avec le public qui est en train de les applaudir. Parce qu'à certains moments, ils étaient carrément dos au public, pour pouvoir être face à celui qui va leur faire donner des likes et des choses sur les réseaux sociaux. Mais si on suit finalement ce que tu dis... Bien près du micro, Manu. Si on suit ce que tu dis, finalement, le fait d'être exclu de cet univers du cinéma, est-ce que finalement leur réaction n'est pas logique au bout d'un moment? C'est-à-dire que tu ne veux pas de moi dans le cinéma, je suis obligé d'y aller à la débrouille, j'ai une opportunité, mais finalement, on ne va pas interagir, parce qu'on n'a jamais interagi ensemble. Bah oui, c'est ce qui... Après, c'est ce qui est assez marrant, c'est de voir tout ce qui est... Je voulais revenir sur le terme aussi, double vague, c'est que j'aurais pu appeler le livre cinéma guérilla, mais ça veut dire que j'aurais mis de côté tous ceux qui, eux, ont produit des films dans les règles de l'art. Parce qu'il y a certains cinéastes que j'ai suivis qui expriment les mêmes choses, mais qui ont été produits. Alice Diop, elle a toujours été produite, elle a diffusé ses films à la télévision. Et pourtant, son propos est tout aussi intéressant que un Adnan Traga qui va autoproduire 600 €, qu'un Pascal Tessot qui va autoproduire Brooklyn. Voilà, et donc j'avais envie d'intégrer toutes les formes de production pour voir que c'était plutôt le propos et le moyen de se permettre de produire
qui était plus intéressant que juste le fait de ok, je fais sans argent, etc. Je le dis parce que maintenant dans les médias c'est tout le temps le cinéma guérilla. Oui, mais il n'y a pas que ça en fait. Et justement, c'est très dangereux pour moi de ne mettre le focus que sur ceux qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas réussi à lever d'argent. Ça veut encore dire que on ne va pas parler de ceux qui en ont eu. Donc on va se dire que c'est pas possible d'en avoir. Il faut les laisser dans leur galère, c'est normal. C'est une façon aussi de dire aux gens, vous ne ferez qu'avec ça aussi. Oui, c'est ça, c'est que vous existez qu'en mode guérilla, quoi. C'est ça. Et du coup, oui, les gens ont fait les films de tous les côtés comme ils peuvent, puisqu'on ne veut pas d'eux, etc. Mais en même temps, chacun essaye d'entrer dans les clous. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on voit justement toutes les démarches de Pascal Teyssot pour avoir un agrément, sortir en salle son film, finalement, on est presque dans du vocabulaire de sans-papier. Parce que les gars doivent se légaliser le film. Il faut que le film rentre dans les clous. Tu n'as pas payé de salarié, ben là, il faut que tu sortes du cash, il faut que tu sortes des bulletins de salaire pour prouver que sinon les syndicats vont te tomber dessus, etc. Enfin, il y a un truc vraiment corporatiste très fort. Et donc, pour rentrer dans le moule, il faut avoir ses papiers, en fait. D'ailleurs, big up à Pascal. Hein, c'est ça. On va en parler dans quelques instants, bien sûr, Pascal Teyssot. Et tu avais dit aussi que le livre aurait pu s'appeler « Le cinéma de banlieue n'existe pas ». Oui, ça c'est un des chapitres du livre. Parce que voilà, moi je circule aussi bien dans les festivals internationaux, les festivals classe A genre Cannes, Venise, Berlin, Toronto, etc. Les festivals sur le continent en Afrique et les festivals dits urbains en France comme Feu, les pépites du cinéma de notre regrettée Aïcha Belaïdi, comme Génération Court, comme Ciné Banlieue ou l'Urban Film Festival qui a lieu le 5, 6, 7 octobre à la place à Châtelet-Léal. Ça c'était pour dire que ça y est, j'ai perdu mon fil. Les festivals, le cinéma de banlieue n'existe pas. C'est que petit à petit, quand on voit émerger ces cinéastes dans des festivals, on va dire mainstream, arrive très vite la thématique de on a déjà un film de banlieue. Et c'est là, mais les genres cinématographiques, on peut les apprendre, on peut même aller chercher sur internet. On va avoir le genre policier, on va avoir la comédie, on va avoir le drame, on va avoir la comédie dramatique, on va avoir l'horreur. Bref, il y a des termes comme ça. Mais banlieue, ça n'existe pas en fait. Banlieue, c'est un territoire. Pourtant, les films sur les cadras qui n'arrivent plus à bander et qui perdent leurs cheveux, on en a à foison. Hein. C'est ce que j'ai. Et du coup, ce que j'ai. Quand tu le liras, tu le verras. Non, je rigole. J'ai dit si on mettait l'étiquette cinéma parisien au film, il y aurait beaucoup de films qui sauteraient des sélections. Puisque aujourd'hui, essentiellement, le cinéma français est parisien. Donc, si on s'était dit, tiens, on va territorialiser les films, et s'il y avait qu'un candidat par territoire, du coup, on serait un petit peu. Serait problématique pour les films français. D'ailleurs, la petite question rigolote, la Cité du cinéma, ça se passe comment le projet c'est bien ça, hein, le projet Besson. Est-ce que ça permet à une génération de réalisateurs ou est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est du concret ou... Alors là, j'ai pas mon numéro de page, mais tu liras dans le cas Luc Besson. Non, je rigole. Non, juste pour finir sur le cinéma de banlieue n'existe pas, j'ai vu que c'était créé une sorte d'étiquette cinéma de banlieue qui est fausse et que ce soit auprès des producteurs, des institutions, des financements et le but c'était d'écrire noir sur blanc. Non, ça n'existe pas, c'est pas... Non, oui, il y a des territoires, il y a des personnes qui habitent sur ces territoires, mais chacun raconte des histoires différentes et il n'y a pas moyen de créer une nouvelle étiquette pour eux. Pour revenir à Besson, c'est quelqu'un qui a énormément influencé tous les cinéastes dont je parle de la double vague. Parce que c'est un des seuls en France qui a été un ovni, donc complètement autodidacte, qui lui aussi est parti aux États-Unis pour aller découvrir les studios, etc., qui fait le Grand Bleu et qui cartonne, qui n'avait pas prévu de venir dans le cinéma. À la base, il faisait de la plongée sous-marine, il a eu un accident de parcours qui lui a pas permis de faire carrière, du coup il est venu au cinéma, et c'est un gars qui pèse économiquement. Et on se rend compte que nous, dans nos territoires où la question financière est quand même très importante, voire primordiale, que celui qui pèse, c'est celui qui a de l'argent, etc. Et pour ceux qui font des films à la marge, entre aller voir un mec qui, comme eux, est un enfant de la balle, en tout cas qui ne vient pas du milieu cinématographique et qui a réussi à monter ses propres studios, à avoir de l'argent, etc., et aller dans le 16e arrondissement, pousser une porte, demander un bureau, prendre un ascenseur, savoir quel est l'interlocuteur qui va nous demander un synopsis, un traitement, un scénario, et certains savent même pas ce que ça veut dire, un synopsis,
Et ben, il n'y a pas photo, les gars vont aller... Voilà, la relation directe, on va aller voir Luc Besson. Donc Luc Besson, il a eu une grosse influence parce qu'il avait justement Biff, qui a sorti dernièrement un court-métrage qui circule sur YouTube qui s'appelle « Allez tous vous faire enfilmer ». Je t'invite à le voir, il a fait des millions de vues là. Ah, c'est Biff qui a fait ça, je savais pas que c'était Biff. D'accord. Donc Alain Etoundi, de son vrai nom. Mais sinon, comment tu connais tout et moi je... Laisse-la finir, laisse Claire finir. Elle a préparé. Je m'appelle Laurie Pézon. Vas-y, fais croquer un peu les infos. Fais T'as tourner pas vu cette vidéo, le groupe WhatsApp. elle a tourné partout cette vidéo, elle était dans le groupe WhatsApp. Mais il connaît pas Biff. Donc pour finir cette Cité du cinéma, en gros, moi j'étais à l'ouverture j'ai couvert l'ouverture de la Cité du cinéma avec le Bondi Blog. Et il est arrivé sur scène en disant: aux États-Unis, on a un slogan, ça s'appelle Yes We Can. En France, on a un slogan, c'est ça va pas être possible. Eh ben si, c'est possible. Et ça, qu'il le verbalise, je trouvais ça très intéressant. Parce qu'en fait, tout le monde lui a mis des barrières, des bâtons dans les roues pour monter sa fameuse Cité du cinéma. Personne ne sait s'il est en train de faire une OPA sur les banlieues, justement. Il y voit un marché, parce que quand il fait ses banlieues 13, Yamakasi, il a du public. Quand il fait Taxi, etc., les gens vont voir des films. Il a monté une sorte de festival dans les banlieues dans les années 2008, etc. Donc moi j'ai repris dans le livre plein de témoignages qu'il a donné à la presse en disant mais vraiment vous leur donnez tout pour qu'ils fassent péter en fait, parce que vous leur donnez rien en fait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a aussi la réputation d'avoir fait enfin voilà, il y a eu des histoires de procès, en gros, il repère plein de jeunes, mais en même temps, les gens produisent pas forcément les films pour lesquels ils ont été repérés. Et donc, il y a eu tout un travail dans les festivals dits urbains que je cite en Île-de-France, de repérage, notamment par Alain Etoundi, qui allait en fait visionner les films et qui, sur la base des courts-métrages, convoquait les réalisateurs chez Luc Besson pour travailler à l'écriture d'un long-métrage. Donc il a eu toute cette influence-là. Et la Cité du cinéma aujourd'hui, bah, du coup, il y a des sociétés de production qui sont hébergées là-bas. Il y a des studios de tournage très haut niveau qui ont plus ou moins des tournages. Je ne sais pas si c'est rentable ou pas. Et puis il a monté une école, l'école de la Cité, qui accepte des 18-25 ans sans diplôme de venir se former au métier du cinéma. Parce que pour aller dans ce sens-là aussi, on sait que ça coûte un rein de venir filmer à Paris, par exemple. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que là, il y a beaucoup de choses qui se font dans les pays de l'Est ou même aux États-Unis. D'ailleurs, pour des gens qui ne sont pas très très connus, pour qui ça coûte moins cher d'aller tourner là-bas que de tourner dans les rues de Paris avec tout ce qu'on te demande comme papier, comme... même justif. C'était une digression, pardon. Ah mais Laurie s'y connaît mieux puisqu'elle a fait Brooklyn. Et bien justement, pour rebondir par rapport à Brooklyn de Pascal Tessot, il y a eu ce livre qui est sorti, on avait reçu Pascal, on l'a reçu plein de fois Pascal. D'ailleurs, j'ai passé une Saint-Valentin avec Pascal dans ses murs, c'était super. En tête à tête, on était deux, on était en live sur Radio RGB, donc on avait des témoins. Vous étiez donc célibataire. C'était des années difficiles. Non, mais en fin de compte, c'était une super émission qui est disponible sur Mixcloud si vous voulez vous moquer de nous. Donc, justement, ça s'appelait Fleurs et chocolat. Fleurs et chocolat, entre trois mots sur Paul Carpita. Et justement, il y a eu quand il y a eu la nouvelle vague. À côté de ça, on a mis tout un genre de côté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien n'existe. Plus rien vraiment. Il y a des... comme Paul Carpita, des films qui ont été censurés, du cinéma ouvrier. Ici, on a reçu aussi Jean-Pierre Thorne, qui... c'est fou ce qui fait beaucoup de choses par rapport au cinéma ouvrier à l'époque, etc. Et c'est vrai que quand on a des anecdotes de ces personnes qui luttent au quotidien pour faire leur art, j'ai été voir... le film de Jean-Pierre Thorne 93, La Belle Rebelle, j'ai été voir, bref, les mecs ont fait beaucoup de choses et des choses superbes. Tu te dis, what the fuck, tu vois, quel est le problème? Même pour être diffusé en télévision, etc., c'est toute une problématique. C'est un système qui est bien ficelé. C'est ça, mais... C'est même pas une problématique, c'est un système qui est bien ficelé pour exclure certains. C'est des retours sur investissement.
Et justement, ce côté cinéma ouvrier qui aurait pu exister, parce que je sais qu'en Italie, il y a un genre comme ça. Comment ça se fait que c'est juste la nouvelle vague qui fait ça? C'est juste un système bien ficelé qui fait qu'on n'a pas pu kiffer après que Jean-Pierre Thorne ait filmé, si c'est Jean-Pierre Thorne qui avait tourné dans l'usine Renault à Flins à l'époque. Après ça, c'est fini, on peut plus, à cause de la nouvelle vague, à cause d'un système bien ficelé, c'est tout. Non, il y a eu un cinéma militant dans les années 70. Il y avait d'ailleurs cet été aux rencontres cinématographiques de Jindou, à côté de Toulouse, une sorte de rétrospective organisée. J'avais fait une discussion aussi autour du livre. Il y avait un gars qui m'avait couru après pour me dire mais faut pas oublier les anciens et tout ça. J'étais là mais oui, mais justement il y avait Kéra Mameri qui était là, une cinéaste aussi. D'ailleurs elle envoie une dédicace en live, elle nous fait des bisous, gros bisous Kéra. Gros bisous Kéra, elle écoute tout. Kéra represent. Kéra, elle est tamponnée Street Diamond. Et tout ça pour dire que Kéra lui a dit mais il y a un petit problème, c'est la transmission. Ils sont où ces films? Nous on veut bien les voir, mais ils sont où? Vous les avez mis où? Où sont les occasions de les voir? Et du coup le gars était là, oui c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de responsabilité de notre part, mais nous on part pas du principe qu'il y a rien eu avant et que, enfin voilà, si les gens aujourd'hui ont des caméras numériques, c'est qu'avant il y avait des caméras analogiques. S'il y a eu des caméras analogiques, c'est qu'il y a eu des mecs qui ont inventé et qui sont partis de l'appareil photo pour faire évoluer cet art et cette industrie. Et du coup tout ce qui est cinéma ouvrier, etc., c'est comme on dit, enfin je sais pas, moi c'est ce cinéma-là qui me touche. Et dans les années 2000, il y en avait énormément qui venaient du Royaume-Uni, mais au-delà de Ken Loach, etc. Et c'est un cinéma qu'on voit peu, mais parce que, à mon avis, il faut un vrai engagement pour vouloir le montrer, parce que ça reste encore à la marge. Mais comme on va avoir tout ce qui va être culture, éducation populaire, pour parler de la culture, alors que tout le monde est censé avoir accès à la culture en France, mais il va y avoir un prisme beaucoup plus social pour les classes défavorisées, etc., qui est l'éducation populaire, le Front populaire des années 30, etc. Donc ça montre que ça fait très longtemps, en fait, qu'il y a toujours eu ce truc de classe sociale. C'est clair. Mais quid de l'imaginaire? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de réserver en fait une catégorie de cinéma sur les problèmes sociaux, etc. et tout. Mais moi, je connais plein de gars qui rêvent de fantaisie dans leur réalisation, qui rêvent peut-être d'écrire eux-mêmes ou de s'associer aussi à des gens qui ont une plume peut-être un petit peu plus fluide pour les histoires. Ça, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que c'est réellement l'avenir, la solution pour l'avenir, pour tout ce cinéma, en fait? En fait, je sais pas s'il y a une solution, mais excuse-moi, Laurie Besson. Je te laisse répondre après, Claire. J'ai pas vu ton film, Laurie. Non, j'ai juste fait directrice de prod sur un film sans budget qui s'appelle Brooklyn. Mais comment dire? Sorti en DVD. Exactement. Diffusé au cinéma. En plus, et passé à Cannes. À Site de Cannes. J'ai interviewé une fois un jour Jamel Shabazz, le photographe new-yorkais. Et avant, pour se prendre en photo, il fallait qu'on aille chez le photographe. C'était un moment solennel qui coûtait beaucoup d'argent et compagnie. Et moi, j'avais posé un peu la question de ce qu'il pensait des pseudo-photographes qui s'improvisent, photographes qui prennent parce qu'ils ont acheté un appareil cher, s'estiment photographes et tout. Et lui, il n'avait pas du tout cette vision-là. Il me disait justement le fait que les appareils maintenant soient accessibles et que la technique est accessible, c'est que chacun peut faire son histoire. C'est que chacun a son point de vue. Avant, on n'avait qu'un point de vue de celui qui maîtrisait l'outil. Et aujourd'hui, tout le monde peut avoir son point de vue. Et c'est ce qui se passe aussi dans le cinéma quand la double vague qui est déjà... La démocratisation. Ouais, c'est... Elle a déjà eu lieu, hein. C'est clair. Et en plus, tu me dis que tu allais voir Jamel Shabazz et que tu m'as même pas prévenu. Ah, mais ça fait plus de 10 ans, ça fait plus Peut-être que vous connaissez C'était pas sur le groupe WhatsApp. C'est chaud. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Ça fait plus de 10 ans. Non, mais quand tu disais l'avenir, c'est... Moi, je pense que le temps nous le dira. Et quand je m'assois en me disant j'écris un livre sur aujourd'hui, je me rends compte que j'ai écrit un livre sur hier. Parce que j'ai écrit un livre de 2005 à 2016, on est en 2017. T'es confiante en l'avenir ou... Moi je suis confiante parce que je vois qu'il y en a qui commencent à peser. Je vois qu'un Franck Gastambide qui vient de Melun et qui te dit que lui, quand on lui pose la question tu fais quoi, je travaille dans le cinéma. Ah, c'est toi qui déchires les tickets à l'entrée? Non, en fait je fais des films, je suis au cinéma.
Et il te dit, mais quand tu grandis avec que des caissiers, des gens qui ont des petits boulots, c'est pas possible en fait dans l'imaginaire de se dire on peut faire du cinéma. Bah, un gars comme ça qui fait 2 millions d'entrées, malgré tout, ça ouvre des portes avec lui, tous les acteurs qu'il entraîne avec lui. Oui, puis ça crée des désolée, je me répète, mais ça crée des imaginaires, vraiment. Enfin, même si ça reste dans le registre de la comédie, etc. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, lors de l'interview, m'a dit la grande différence, c'est qu'aujourd'hui dans le cinéma, il y a des familles comme nous. Et quand il dit comme nous, il parle de Ramzy Bedia, il parle de, voilà, là il y a bientôt un film de Fabrice Eboué qui va sortir qui s'appelle Coexister avec Ramzy. On y voit Jean-Pascal Zadi brièvement dans un clip absolument désopilant, Jean-Pascal Zadi qui a autoproduit Cramé, African Gangster, Sans pudeur ni morale. Et voilà, moi je suis assise dans la salle, je les regarde et je dis ça y est, je suis en train de les voir sur des écrans, sur des films distribués par EuropaCorp, donc la boîte de distribution de Besson, qui va du coup toucher toute la France. Et puis comme c'est une comédie en plus sur le vivre ensemble, l'interculturel, etc., je pense que ça va fonctionner. Donc je suis confiante au sens où je pense que le cinéma, en tout cas l'industrie cinématographique française, est en train de prendre conscience qu'il y a des réajustements à faire, qu'il y a des gens à intégrer pour pouvoir continuer son business. Oui, c'est con, parce que t'as des gens qui n'auront que un dialogue financier, mais si le public, et la différence, elle sera là, elle vient du public. Le youtubeur qu'on va appeler, le payer super cher pour lui proposer des choses, pourquoi on lui propose ? Parce qu'on a vu qu'il a des millions de vues. Donc en fait, faut pas perdre de vue le fait que quand vous achetez un ticket de cinéma, quand vous allez télécharger un truc, quand vous allez visionner 50 000 fois le même visuel ou la même vidéo sur internet, il y a des gens qui sont en train de faire des statistiques, des audimat, wow, ça marche, donc on y va. Et du coup, un réalisateur justement comme Jean-Pascal Zadi, qui va dire je m'en fous que les cahiers du cinéma écrivent sur mon film, tout simplement parce que mon public ne lit pas les cahiers du cinéma. Pour moi, c'est fondamental de la logique qu'il faut entendre, c'est effectivement, il y a eu des réseaux parallèles et qu'il faut que cette industrie qui veut continuer de grossir et peut-être d'influencer mondialement le cinéma se tourne vers tous ces cinéastes qui ont fait des propositions et qui aspirent en plus à davantage de poésie, mais des fois la poésie elle a besoin d'un peu de moyens. Mais il n'y a pas... Non, je pensais que tu voulais poser une question. Il y a pas un risque de reproduire les mêmes phénomènes parce que je vois d'ailleurs je t'ai entendu en parler lors d'une interview de voir systématiquement le Omar Sy, en fait ce que j'appellerais le noir à Libye, le maghrébin à Libye, l'asiatique à Libye, etc., etc. On en a un, ne nous emmerdez plus. C'est pas la peine d'en mettre deux, un ça suffit. Donc, parce que là, je le sens. Alors, Ramzy, évidemment, bon, c'est un cas à part. Le gars, il est dans tous les projets les plus barrés. D'ailleurs, moi, il me fait beaucoup rire. Mais voilà. Non, moi je dis que justement la différence va venir avec ces là je parlais de l'industrie qui peut-être pourra financer ces cinéastes-là. Maintenant, la différence elle vient du fait que ces cinéastes-là n'attendent pas l'aval ni le César de telle ou telle personne pour le faire jouer dans un film. Bien sûr. Et du coup, quand un Pascal va aller chercher catégorique au fin fond de la Suisse en se disant tiens il faut qu'elle joue dans mon film, et un Rafa Louchiwa et un Jalil Nassiri, voilà, Jalil Nassiri il a joué chez Spielberg, etc. Et pourtant en France je pense qu'aucun directeur de casting le connaît. Parce que c'est... Alors, enfin, je dis pas parce que... Alors qu'il faudrait. En fait, moi, ce que j'aime dans ces cinéastes, c'est qu'ils ont créé leur propre famille. Ils sont allés trouver leurs propres techniciens, ils se les envoient de plateau en plateau, ils sont allés trouver leurs propres acteurs. Et je pense, au plus le public sera conscient qu'il existe quelque chose, peut-être à la marge du cinéma français, qu'il existe des propositions et des films, au plus ils se rendront compte qu'il y a des acteurs qui évoluent dans ces films-là, et que ces acteurs-là ne sont pas le seul, l'unique qu'on va mettre en avant médiatiquement, financièrement, etc. Et donc, on va me parler d'Omar Sy, je dis ok, mais moi je mise sur Steve Tiencheux. Steve Tiencheux qui est dans La mort de Danton d'Alice Diop, qui est dans Molly de Karine May, Mourad Boudaoud, Hakim Zouani, Yacine Knia. Enfin voilà, pour moi c'est un grand acteur de demain, et peut-être que les gens ne l'ont pas vu, mais en tout cas je suis très contente que les cinéastes de cette génération l'aient vu.
Et du coup, on se rend compte aussi que par les systèmes participatifs comme les Kiss Kiss Bang Bang, là, on m'a envoyé justement un projet sur une série qui s'appelle Droit de réponse, qui est mené justement par le collectif contre l'islamophobie en France. Donc, ils font une série de plusieurs épisodes sur cette thématique et par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport aux dérives de l'état d'urgence. On se rend compte aussi que par les systèmes participatifs, il y a une petite porte d'entrée, peut-être que c'est pas la meilleure, mais une petite porte d'entrée pour certains types de financement, même si c'est très limité. Non, c'est pas petit. Spike Lee, il a utilisé ça sur ses derniers films aussi. Oui, Parce mais que... c'est Spike Lee, il est déjà connu, le gars, quoi. En fait. mais t'imagines non, mais il y a des films qui sont montés grâce à ça, c'est clair, même Pascal Tessot. Non, mais dire parlons d'aujourd'hui, de la France, tout ça. Non, mais t'as des films comme Ils l'ont fait, Rachida Kiaou et Saïd Bailly, Mante Jolie, qui ont monté leurs films, mais vraiment bout de ficelle. Et parce qu'ils ont eu financement de des citoyens, de soutien, etc. Bania Mejbar, Le Crime des Anges à Marseille, même topo, et des gars qui vont faire des longs métrages. Alors, je voulais rebondir sur sur la possibilité de l'envie de rêver, la fantaisie, etc. Et tout. Et j'ai complètement oublié de parler de quelqu'un qu'on connaît très très bien ici et qui est mon petit poney préféré, qui s'appelle Enoch Homme, qui fait de la formation pour les jeunes à Colombes et justement qui offre cette alternative puisqu'il forme des adolescents sur des sessions de 3-4 jours, d'une semaine, etc. et tout, et qui fait un travail quand même fabuleux, en dépit de ce qu'il est, et il sait ce que je pense de lui. Mais c'est une blague, c'est une private joke, mais il est vraiment très très efficace. Il est là. Il est vraiment en place. Il faut vraiment pas à ce niveau-là, faut pas le prendre pour un guignol parce que il est probablement en train de former des gamins qui vont rentrer dans le cinéma plus tard. Mais justement, ça m'amène une question que je voulais te poser précédemment. Pour toi, justement, qu'est-ce que tu voudrais dire là? Il y a des petits enfants avec nous là dans le studio. Qu'est-ce que toi tu dirais comme ça? Qu'est-ce que toi tu vois pour ces jeunes, ou qu'est-ce que tu dirais à des jeunes? Par exemple, il y a des jeunes qui vont écouter aussi cette émission à côté de leur daron peut-être. Mais voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Que tout est possible, qu'il faut s'intéresser, qu'il suffit de prendre ton smartphone, tu peux kiffer. Qu'est-ce que tu leur dirais, quoi, en gros? Que rien n'est impossible, que faites-le. Si vous avez une envie, vous allez le faire. Parce que ça se trouve, à la fin de votre premier court-métrage, vous allez vous rendre compte que vous aimez pas du tout ça. Et que c'est chiant, parce qu'en fait, réalisateur, c'est diriger une équipe, c'est donner des ordres à plein de gens, c'est devoir répondre à plein de problématiques. Faire un film autoproduit, faire un film autoproduit, ça veut dire ne pas avoir de producteur. Le métier du producteur, c'est chercher de l'argent. Donc faire un film sans argent, c'est en plus s'endetter, trouver de l'argent, aller gérer les autorisations, bloquer la rue parce qu'il y a une voiture qui passe alors que vous êtes en train de tourner votre scène, demander à la voisine de baisser sa musique juste 10 minutes parce que là, il y a la séquence à finir, etc. Annuler un plateau parce que finalement il pleut alors qu'on avait prévu qu'il fasse beau. C'est ça, et puis après on oublie souvent qu'après le tournage il y a une grosse phase qui s'appelle la post-production. Donc oui, il y a le montage image, mais il y a du montage son, il y a du mixage, il y a de l'étalonnage pour harmoniser toutes les couleurs, etc. Après il faut mettre la musique, etc. Faire le package, après vous allez faire la promotion, après vous allez chercher des lieux où montrer le film. Donc c'est... Là, les petits sont en train de flipper, là. Non, c'est un très long parcours, mais faut le faire. En fait, faut le vivre pour savoir si c'est fait pour nous ou pas, si on en a envie ou pas. Mais il est hors de question, aussi jeune que vous soyez, que vous vous empêchiez d'aller au bout de vos rêves. Parce qu'il y a que vous qui pouvez vous mettre des freins. Tous ceux qui vous diront non, ne le faites pas, c'est peut-être des gens qui n'ont pas... Qui sont frustrés de ne pas l'avoir fait. Voilà, exactement. Donc, tentez. Est-ce que finalement, c'est pas de la rigolade quand tu vois qu'il y a des gens qui ont des bacs plus 5 qui font exactement la même chose pour trouver un boulot de merde, finalement? Bah moi, j'ai un bac plus 5, j'ai jamais été payé à hauteur de mon bac plus 5. Oui, mais voilà, des gens qui habitent au fin fond, qui habitent très très loin de Paris, pour pas dire banlieue, au fin fond de la banlieue et revenir dans les stéréotypes. Et finalement, c'est le combat quotidien de beaucoup de gens, et pour ne pas travailler dans une industrie qui fait rêver, finalement. Oui, mais il y en a... Alors... le réalisateur de La Cité Rose. Julien Abraham. Julien Abraham, lui, il a fait de hautes études, il a bossé dans la finance et tout, et vu que c'était pas ce qu'il voulait, et maintenant il est dans le cinéma. Il a commencé par du rodé. docu. Donc t'es rodé, c'est ce que je disais, t'es rodé au combat pour affronter tout ça. Non, mais il y a vraiment de tout en plus dans les réa. Il y a vraiment de tout, les gens sortent, il y a tous les parcours, etc. Exactement. Il n'y a pas de formation type pour être réalisateur.
Mais en tout cas, il faut avoir l'œil, il faut savoir dénicher, il faut avoir toutes les composantes qu'il faut et il faut avoir surtout du talent. Donc on était content de recevoir Claire Diao avec nous dans le building. On rappelle que Double Vague est disponible. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Dans toutes les bonnes librairies. Yes. Dans toutes les bonnes librairies. Si vous aimez pas toucher les livres, tout ça, vous pouvez prendre la version numérique, hein, mais vous connaissez notre positionnement, il est ferme. Il y a Kindle. Et voilà. Donc il y a Kindle si vous voulez kiffer. Et tu voulais dire quoi encore? Si les jeunes, s'il y a des jeunes gens qui veulent te rencontrer, des jeunes femmes qui voudraient travailler dans est-ce qu'il est possible de te rencontrer sur des événements, sur des choses comme ça Tintin, tout à fait, je fais plein d'événements. Le prochain c'est mardi soir à 20h au M4 de Beaubourg. Oui, mais ça c'est dans ma rubrique. C'est dans ton agenda, donc je le dis pas. Et il y a des choses aussi qu'on n'a pas dit, on n'a pas parlé de la revue que tu produis. À Haut Télé. Tu peux nous parler de cette revue justement? Donc oui, pour répondre juste, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, on peut me contacter. Via Twitter. Je travaille 170 heures par semaine, mais j'essaierai de vous répondre et ne vous offusquez pas si je prends un peu de temps à vous répondre. À Haut Télé, ouais, c'est une revue panafricaine de cinéma, bilingue français-anglais, que j'ai cofondée avec Michel Amargé et Samir Arjoum, des critiques de cinéma, en 2015, à l'occasion du FESPACO, donc le festival au Burkina. C'est une revue qu'on publie 3 fois par an à l'occasion des grands festivals du continent africain. Donc le FESPACO au Burkina qui a été créé en 69, le Durban International Film Festival en Afrique du Sud qui a été créé en 79 et les Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie qui ont été créées en 1966. Et l'idée c'est de mettre en avant plusieurs plumes du continent et de la diaspora. C'est de faire parler, et en tout cas de parler des films, de confronter des points de vue, mais c'est aussi surtout de montrer qu'il existe tout un circuit de festivals, qu'il existe toute une actualité cinématographique africaine et qui sert à rien d'être minoritaire dans des grands festivals comme Berlin, Venise, etc., alors qu'on est majoritaire sur le continent. Donc voilà pourquoi on publie ce magazine qui est disponible en version print ou en version PDF et que vous pouvez commander sur le site www.awotele.com. Awotele, c'est A-W-O-T-E-L-E. Je crois que tout est dit. Allez chercher vos livres. Faites pas comme une certaine personne dans le studio qui n'a pas lu le livre. Voilà, on ne le dénoncera pas. C'est un anonyme. Et tout de suite, on va s'écouter un dernier morceau, une dernière vibe. Je pense que cette vibe, elle nous est dédicacée par Claire, encore une fois, qui ne le sait pas. Elle a encore entendu. En une seconde, j'ai reconnu. Le morceau s'appelle « Si je les avais écoutés ». Pourquoi ? Si j'avais été. Ouais. Et parce que exactement comme le message que je passe à la jeunesse, c'est si vous écoutez les gens, vous ferez jamais ce que vous avez envie de faire.